Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, M. Moustapha Guirassy, président du député à l'Assemblée nationale, par ailleurs président du parti Sud, Sénégalais Unis, SUD, voilà, SUD, Sénégalais Unis pour le développement. Voilà, bonjour M. Bonjour M. Fall, très heureux de participer à cette émission. Qui me donnera certainement l'occasion de clarifier un certain nombre de choses et peut-être de répondre aux attentes de vos internautes. M. Guirassy, vous avez récemment annoncé votre candidature à la présidentielle de 2019. Alors, pourquoi vous êtes candidat? Je suis candidat pour dire aux Sénégalais que je leur suis redevable. Dire aux Sénégalais que je suis un citoyen, un patriote qui a vécu au Sénégal, qui doit tout au Sénégal et qui a une façon de voir le développement donc, de ce pays-là et qui a l'obligation de faire une offre politique qui va dans le sens de la réalisation d'une vision qu'il a pour le Sénégal. Et en constatant aussi malheureusement que les politiques menées jusqu'ici et surtout particulièrement par l'actuel régime est une politique qui va dans le sens de déconstruire nos acquis, de déconstruire en fait le rêve sénégalais et de déconstruire, de tuer en fait tout ce que nous avons de précieux. À tout point de vue, il y a urgence par rapport aux politiques publiques qui sont déclinées. Le système éducatif, la politique d'industrialisation, la politique énergétique. D'un point de vue sanitaire, il y a d'énormes difficultés. Mais le plus grave aussi, c'est cette cohésion nationale, cette stabilité, la paix que nous avons. Donc les menaces par rapport aux acquis démocratiques, je pense que aujourd'hui, le Sénégal est très très malade et il n'y a que des Sénégalais qui peuvent être présents à côté d'autres Sénégalais pour justement aller dans le sens de la transformation du pays. Quelle est concrètement cette offre politique que vous proposez aux Sénégalais? Elle sera déclinée, mais l'axe le plus important, ou si j'ai un petit mot pour résumer en fait cette offre-là, c'est en fait une offre politique nitée, recentrer le débat et l'offre politique autour en fait de la question qui me semble être plus importante, c'est l'être humain. Aujourd'hui, on aime beaucoup les briques, on aime beaucoup le ciment, mais il faut aimer de plus en plus donc l'être humain. Et cet être humain-là, l'aimer veut dire quoi? Veut dire repenser son système éducatif. Le capital humain et le savoir sont ceux qui, la chose essentielle et fondamentale en fait, qui portent la transformation d'un pays. Des pays émergés ou émergents comme la Corée du Sud et d'autres pays que nous connaissons, qui sont aujourd'hui presque des pays développés, en 1960 étaient aussi pauvres que nous. Mais ils ont misé en fait sur le savoir, ils ont misé sur le capital humain d'un point de vue citoyenneté, comportement, éducation, savoir, pour que justement la transformation de leur économie repose au partir de là. Or, aujourd'hui, vous voyez en fait le taux d'échec au baccalauréat, presque 70%. Vous voyez en fait le décrochage scolaire. Vous voyez en fait toutes les difficultés que nous connaissons, les difficultés que connaissent donc les systèmes éducatifs. Donc on n'est pas du tout prêt, on n'est pas du tout sur les pistes qu'il faut pour porter en fait la transformation de ce pays-là. Ça c'est un premier pan sur lequel nous allons fortement agir. L'autre question, c'est la question donc de la maîtrise énergétique. Aujourd'hui, quand on voit l'énergie ou l'électricité, elle est dans les grandes villes, elle n'est pas suffisamment introduite dans certains secteurs d'activité, par exemple le domaine agricole. Le secteur agricole, presque 0% d'énergie dans le secteur agricole. Comment pouvez-vous aller dans le sens de la mécanisation, dans le sens donc du développement de ce secteur-là, s'il n'y a aucune possibilité d'amener l'énergie à ce niveau-là? En France, vers les années 1850, etc., c'était 63% de sa population active qui était dans le secteur agricole. Aujourd'hui, c'est 3%. Mais pourquoi 3%? Parce que c'est le savoir qui fait la différence. Et l'énergie qui fait la différence, ils ont pu amener l'énergie
l'énergie donc dans ce secteur-là. Et dans d'autres secteurs comme celui-là des transports, il faut aussi de plus en plus de l'énergie à ce niveau-là pour que ce soit plus fluide et pour que ces questions-là d'équité territoriale puissent être réglées. Donc à ce niveau, la maîtrise d'une politique énergétique extrêmement importante et qui sera transversale pour justement atteindre et pénétrer certains secteurs d'activité nous semble être fondamentale. Enfin, ou peut-être pas enfin, mais entre autres, c'est une territorialisation des politiques publiques, surtout en matière de politique industrielle. Il faut dans chaque région un moteur autour duquel l'économie de la région va reposer. Et ça, c'est ça qui va régler la question de l'emploi. Aujourd'hui, c'est être en fait dans des illusions extraordinaires que de parler d'emploi ou de solutions liées donc à la question du chômage si on ne met pas en place dans chaque pôle régional en fait un moteur qui porte cela. Et l'arbitrage en ce moment qui est fait par les autorités, par la puissance publique, c'est encore une fois l'arbitrage du colon, c'est-à-dire toujours à partir de la capitale ou quelques kilomètres, donc pas loin de la capitale, vers Diamniadio, concentrer une masse d'argent, une bonne partie de nos deniers publics. Ce n'est pas comme cela qu'on va régler le problème. Donc il faut aller dans le sens d'une équité territoriale, il faut aller dans le sens d'une politique territorialisée, c'est-à-dire qui met en avant les atouts de chaque pôle, de chaque région, pour qu'il y ait une véritable émergence. Et c'est de cette façon-là qu'on va régler aussi la question de l'équité territoriale. Bien sûr, il y a d'autres axes liés à l'environnement, liés donc à la santé, mais il me semble que les piliers les plus importants soient ces piliers-là, une vraie maîtrise donc de l'énergie pour justement booster des secteurs qui sont importants et aussi une logique donc d'équité qui permet en fait de mettre les investissements là où il faut et de permettre justement qu'il y ait une équité et qu'il y ait un développement harmonieux. Et comment comptez-vous réaliser tout ça? J'ai pas assez insisté aussi sur l'économie numérique. Je ne parle pas de TIC, mais je parle véritablement d'une transformation, d'une transition donc numérique digitale et d'une transformation de notre économie. Il faut, comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport à l'énergie, il faut absolument que le numérique traverse, la digitalisation traverse en fait tous les secteurs d'activité, primaire comme secondaire, comme tertiaire, et c'est comme cela qu'on va être vraiment dans une véritable transformation de notre économie, de notre pays. Rapidement, comment est-ce que vous comptez réaliser tout ça? Par quels moyens? Les moyens, c'est d'abord la rationalisation de certaines dépenses. Je pense qu'il y a énormément de gaspillage au niveau des agents, certaines directions. Donc il y a des économies certaines qui seront faites à ce niveau-là. Il y a aussi ce que nous avons, ce qui se présente, cette belle opportunité-là, le pétrole que nous avons. Bon, c'est peut-être d'ici 3 ans, 4 ans, les premières mannes financières donc pourront orienter la chose. Mais essentiellement aussi, c'est l'assiette fiscale. L'élargir, donc aller vers une fiscalisation de certains secteurs ou certaines activités. Et là aussi, prendre des options très claires. Il y a à renoncer en fait à certaines activités ou à certaines politiques, le développement de certains secteurs et carrément avoir de façon courageuse à faire des arbitrages pour justement aller dans le sens donc des axes que je venais d'évoquer tout à l'heure. Mais entre autres, et là vous me permettez de rebondir sur une question fondamentale. Il ne faut pas que le pétrole, ou en tout cas cette manne-là, serve à régler cette question-là de l'énergie. Autrement dit, si nous devons nous servir donc du pétrole pour continuer à entretenir et à maintenir, à renforcer les centrales que nous avons et liées donc à l'énergie donc fossile, on fait fausse route par rapport à l'environnement, on fait fausse route aussi par rapport justement à la maîtrise donc de la question énergétique. Il nous faut aller dans le sens d'un mix énergétique, donc surtout le solaire ou d'autres, qui sont très coûteux et justement ces opportunités financières que nous aurons devraient être orientées dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout ce que nous allons capter comme ressources nouvelles devrait nous amener
à aller dans le sens de la maîtrise donc, de l'énergie. Sans cette maîtrise de l'énergie, vous ne pouvez pas développer donc, les autres secteurs. Et je pense que c'est un aspect important du financement donc, des politiques que nous allons soumettre aux Sénégalais, à nos concitoyens. Rapidement, une question d'actualité, le parrainage. Un obstacle, comment comptez-vous le franchir? Très facile, très simple. C'est aller vers les Sénégalais, solliciter de la part des Sénégalais leur soutien, leur appui, donc leur parrainage. Et je pense qu'on ne devrait pas avoir de difficultés. Nous sommes bien nés et bien sénégalais, avec les ancrages qu'il faut et le réseau qu'il faut. Et surtout le plus important, c'est qu'en 2019, pour une fois, les Sénégalais n'auront pas à dire tout sauf Macky, par exemple. Je pense que cette fois-ci, il s'agira de choisir. Pour la première fois, en tout cas, rare dans l'histoire politique du Sénégal, il s'agira aujourd'hui, il sera question de choisir un candidat. Je pense que cette fois-ci, les Sénégalais sont dans une autre perspective. Il s'agit aujourd'hui de trouver le candidat pour porter le rêve sénégalais. Et pour cela, nous sommes confiants. Nous savons qu'ils sont à l'attente d'une offre et notre offre semble être ou aller dans le sens donc, de la demande des Sénégalais. Et cette demande, c'est quoi? C'est un peu plus de courage, un peu plus d'ancrage, un peu plus de dignité, de liberté, dignité pour être patriote et protéger donc son secteur privé national. Et je pense que notre offre va dans ce sens-là. Et jusqu'ici, en tout cas, les Sénégalais nous le rendent bien. Bien sûr, Kédougou n'est pas le Sénégal, mais le test a été fait dans cette région. Et par rapport à d'autres activités aussi et d'autres moments, nous avons aussi pu faire ce test-là avec d'autres Sénégalais et d'autres régions. Et je ne suis pas seul, même si je suis devant en tant que candidat. C'est une coalition avec d'autres partis, c'est une coalition avec d'autres mouvements. Et derrière toutes ces personnes, tous ces partis, bien sûr, sont des Sénégalais qui sont là. Maintenant, ce qu'il faut regretter dans le parrainage, c'est que tout cela aussi, malheureusement, nous amène vers des situations donc, de litiges et de conflits post-électoraux quand même assez dangereux. Et le Sénégal n'avait pas besoin de cela. Votre ancien parti, le PDS, semble avoir un problème autour de la candidature de Karim Wade. Est-ce que vous êtes prêt à être un plan B pour le PDS? Ah non, je suis le plan B de personne, je ne l'accepterai jamais. Je rappelle simplement que en 2011, 2012 déjà, je crois 2011, il y avait une démission du gouvernement, même si j'ai été reconduit par la suite, mais c'est pour dire que j'ai des principes. Et aujourd'hui, il n'est aucunement question d'être le candidat de quelqu'un. Par contre, j'ai les meilleures relations avec le Parti démocratique sénégalais. J'ai d'excellentes relations avec la plupart des partis de l'opposition et particulièrement donc le Parti démocratique sénégalais. Et j'ouvre les portes. Et je propose aussi à ce parti-là, éventuellement, s'il y a à soutenir quelqu'un, que je sois un candidat. Si éventuellement il y a des difficultés au sein de ce parti-là, donc le PDS que j'ai connu. Mais je ne suis pas du tout le plan, j'ai une offre, j'ai une vision et je tiens absolument à ce que l'offre soit audible, soit différenciée et soit bien entendue et comprise par les Sénégalais. Vous aviez été une fois démarché par le chef de l'État Macky Sall pour une alliance. Est-ce qu'on peut s'attendre, voilà, on est en politique, il ne faut jamais dire jamais, hein, que vous acceptiez, je ne sais pas, par extraordinaire, cette main tendue du président pour une alliance comme Fada l'a fait? Je n'accepte pas la main tendue du président de la République. Est-ce que c'est très clair? Voilà. Donc je n'accepte pas la main tendue du président de la République. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis dans aucun deal. Je ne veux être dans aucun deal. Ma vie a toujours été très claire dans la transparence et de façon transparente aussi. Je dis je ne suis dans rien sauf me battre pour mon offre politique, me battre pour ma candidature, me battre pour remporter les élections. Donc merci M. Guirassy. Nous rappelons aux internautes que nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Moustapha Guirassy, président du SUD.